45 minutes, à bâton rompu, je reçois une des figures, je dirais des proues, dans le monde politique, mais également scientifique dans notre pays, la République démocratique du Congo, ceci dans l'optique d'analyser toutes les grandes questions d'actualité d'intérêt majeur dans plusieurs secteurs de la vie nationale, y compris le processus électoral. Madame et messieurs, il s'agit du professeur Théophile Mbemba Fundu dit Louyindou. Professeur, bienvenue. Bonjour, monsieur Charlie. Merci de nous accorder cette exclusivité, professeur. Je suis heureux que vous m'ayez invité pour que je vienne à vous et échanger sur la situation politique de notre pays, sur les enjeux du processus électoral actuel et sur les rêves d'un Congo meilleur, d'un Congo à gouverner autrement pour que les conditions de vie de nos populations s'améliorent. Je dois le rappeler, professeur, ici on vous reçoit en 4 qualités. D'abord comme directeur du cabinet honoraire de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, professeur d'université, ministre honoraire de l'Intérieur, mais aussi président du parti politique Alliance pour l'alternance et les progrès, AAP. Mais je dois aussi plutôt rappeler aux téléspectateurs et internautes qui nous suivent en ce net moment, vous êtes également ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, à moins que je me trompe. Oui, c'est juste. Je fus nommé le 8 août 1997 par Mzelo Kabila comme gouverneur de la ville de Kinshasa. Okay. Et j'ai travaillé jusqu'à son assassinat. Mzé qui a payé le prix le plus cher au monde qu'un homme puisse payer. Le sacrifice suprême a été tué parce qu'il tenait à défendre à ce que les richesses du Congo d'abord profitent aux Congolais, que ce Congo puisse être érigé à un Congo meilleur. Alors d'entrée de jeu, professeur Théophile Mbemba, les téléspectateurs veulent savoir quelle est aujourd'hui votre position politique. Vous faites l'opposition, vous êtes devenu centriste, vous êtes avec les pouvoirs. Qu'est-ce que vous êtes devenu, professeur? Dites-nous. Voilà, vous savez que j'ai été membre d'un parti politique. En 2018, j'ai connu des problèmes pour ne pas revenir au passé. J'étais victime d'un complot qui a fait que j'ai été voté par la population de mon fief électoral, le territoire de Kenge, et puis j'ai été pas proclamé élu. Et à la suite de cela, je réfléchis longuement pour savoir comment est-ce que cela pouvait m'arriver et pourquoi, et qu'est-ce qu'il fallait faire pour l'avenir. Et j'ai finalement levé l'option avec d'autres collègues qui partagent mes valeurs, les valeurs que j'ai toujours prônées tout au long de ma vie. Nous avons créé le parti politique Alliance pour l'alternance et le progrès. Donc un parti qui a une vision d'un Congo gouverné autrement. Parce qu'il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, il y a eu l'indépendance du pays. Aujourd'hui, près de 63 ans passés, et voilà que nous savons, le peuple congolais continue à souffrir. Ses besoins fondamentaux n'arrivent pas à être satisfaits. Les acteurs politiques, nous n'avons pas répondu aux attentes fondamentales du peuple congolais. Vous, les acteurs politiques? Nous, les acteurs politiques, je l'accepte. Et donc, il est temps qu'on réfléchisse pour savoir que faire pour que ça change. Et c'est pourquoi le parti politique dont je suis président rêve d'un Congo à gouverner autrement. Et donc, voilà, ce parti a été reconnu officiellement par le gouvernement le 24 décembre
2021. Donc il y a près d'un an et demi, bientôt 2 ans. Et nous nous sommes mis à travailler. Et dans le maintenant, nous avons décidé, lever l'option d'aller aux élections. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Alliance pour l'alternance et le progrès, aujourd'hui, s'est installée dans combien de provinces, professeur? Je vais vous dire d'abord que c'est un parti qui a un grand rêve. Derrière sa vision, il faut considérer qu'il est fondé sur, aujourd'hui, je dirais aujourd'hui 6 piliers. Okay. Le premier pilier, c'est l'enracinement de la démocratie. Parce que la démocratie, il faut le dire, dans notre pays aujourd'hui, non seulement elle est verrouillée, mais elle est marchandée. Okay. Et donc, il faut qu'on travaille pour que le peuple s'exprime librement. Par cette expression libre, certainement les intelligences vont s'éclore, tout le monde apportera sa contribution. Et ainsi, l'État qui régnera sera réellement un État de droit, où ce ne sera pas la force des arguments ou de la corruption, ce ne sera pas la loi de la force, mais plutôt la force de la loi. Et donc une bonne gouvernance enracinée de la démocratie. Mais en sortant aussi des élans néocolonisateurs, parce que c'est très important. Le deuxième pilier, c'est des réformes profondes pour l'édification d'une économie forte. Vous savez, on parle toujours de notre économie, de manque d'argent. J'étais ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Je proposais un budget pour qu'on essaie d'améliorer les conditions de vie des professeurs, les laboratoires, les bibliothèques. On me disait, il n'y a pas d'argent. Alors on peut trouver de l'argent. Et c'est par des réformes sérieuses au niveau de notre économie qu'on peut le faire. Je peux donner un exemple, la situation d'une politique qui vise l'industrialisation de notre pays. Donc si on a une bonne politique industrielle, on pourra améliorer la croissance économique, on pourra créer des richesses, et à partir de ces richesses, ils peuvent être affectés justement dans des secteurs vitaux. Quand j'étais à l'Assemblée nationale, j'avais proposé comme amendement dans le Code minier un article qui devait instituer ce qu'on appelle le fonds intergénérationnel, un fonds de souveraineté. Ça veut dire qu'à partir de nos matières précieuses, mettant fin à la corruption, on peut libérer un pourcentage, et c'est prévu dans la loi. Et cet argent qui sortirait de toutes les matières précieuses, parce qu'elles vont s'épuiser, mais les générations futures doivent aussi se retrouver. Et on ferait une rente économique intéressante, importante, et cette rente économique pourrait être affectée dans des secteurs intergénérationnels, comme l'éducation, comme la santé, comme l'agriculture, pour une véritable politique de souveraineté nationale, souveraineté alimentaire, mais aussi dans les secteurs comme la défense nationale, pour la défense de l'intégrité de notre pays. Donc, ça, des réformes sont possibles, et il y a des pays qui en ont fait l'expérience et qui aujourd'hui se situent au niveau pratiquement dans leur PIB, au niveau de pays pratiquement en voie de développement. Les exemples existent. Le troisième pilier, c'est le vivre ensemble. Nous sommes aujourd'hui dans une société où règne de plus en plus d'antivaleurs prennent de l'espace. La méritocratie a cédé la place pratiquement à la médiocratie, où il n'y a pas le respect de l'autre, il n'y a pas de patriotisme, pas d'amour du prochain. La solidarité, n'en parlons pas. L'État qui devait assurer l'ascenseur social de la solidarité, notamment en organisant très très bien la sécurité sociale de population, n'arrive pas à le faire. Et tout cela, vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que nous avons perdu certaines valeurs cardinales, de valeurs morales, de valeurs chrétiennes, de valeurs républicaines, la liberté, la justice, la vérité, n'est-ce pas?
le respect de l'autre, la fidélité, le respect de la parole donnée, la solidarité, la loyauté. C'est parce que toutes ces valeurs-là aujourd'hui sont traînées en bout, sont perdues. Et conséquence, chacun vit pour soi. Hein, le Congo pour tous, et chacun tire sur le Congo. Et conséquence, le pays n'avance pas. Et il faut qu'on revienne à vraiment remonter la société, ramener les Congolais à pouvoir bien intérioriser toutes ces valeurs. Et à ce moment-là, il y aura un rapprochement des uns des autres et nous pourrons vivre ensemble. Et le Congo, certainement, se retrouvera à ce moment-là. Le quatrième pilier, pour faire court, c'est la sécurité. La sécurité à travers notre pays. Vous voyez toute la situation que vivent nos compatriotes, particulièrement à l'Est de la République, hein, toutes ces guerres, les appels qu'on fait aux armées des pays étrangers. Le Congo, ce ne sont pas les pays étrangers qui le défendront, les armées des pays étrangers. Il revient au gouvernement, aux institutions congolaises de prendre des réformes nécessaires pour renforcer ces grands pour le travail que doivent faire nos FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, nos services d'intelligence, nos services de la police. Et c'est possible. Et à ce moment-là, lorsqu'on a une armée forte, les autres pays nous respecteront. Mais tant qu'on n'y arrivera pas, rassurez-vous que ce n'est pas par des interventions extérieures qu'on y arrivera. Non. Et donc, ça, c'est notre quatrième pilier. Le cinquième pilier, c'est la gestion de l'environnement face au général, pour que les générations futures se retrouvent aussi dans un monde où il fera beau de vivre. Et le cinquième pilier, le dernier, ce sont les réformes institutionnelles. Nous avons des institutions dans notre pays, les respects qu'on doit vouer aux institutions, mais aussi les respects entre les institutions. De toutes ces institutions, les institutions ne doivent pas être les lieux où les acteurs politiques viennent pour s'enrichir. Non, quand on veut s'enrichir, surtout chercher de l'argent, aller faire des affaires. Mais ce n'est pas en politique. La politique, c'est pour gérer la société. C'est pour se mettre au service de tous, ce qui n'est pas le cas. Les institutions ne sont pas les lieux où les gens viennent pour que les familles se retrouvent. Ce n'est pas une affaire de famille. C'est la gestion de la cité pour l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et il faut que tout cela puisse changer. Il faut que le train de vie de l'institution tienne aussi compte du train de vie du commun des mortels, du petit peuple. Et donc, il faut des réformes profondes et surtout aussi qu'il faut qu'il y ait le respect entre les institutions. Il y a le respect institution président de la République, mais après le président de la République, dans l'exécutif, il y a le gouvernement qui arrive, qui doit gérer le pays au quotidien. Et à côté de cela, nous sommes dans ce débat démocratique, il y a l'Assemblée nationale, le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat. Et à côté de ces trois institutions qui sont au four et au moulin dans la gestion du pays, il y a le pouvoir judiciaire. Et il faut, le cours des tribunaux, il faut que ce pouvoir-là soit aussi respecté. Parce que combien de fois il n'arrive pas, des décisions sont prises au pouvoir judiciaire, mais pour les exécuter, c'est la politique qui intervient pour dire que non, on ne doit pas exécuter, etc. Alors, on est dans quel pays? Donc, c'est la politique qui prime. C'est la politique qui prime, et finalement, on se retrouve comme un peu dans une république bananière. Voilà donc les piliers sur lesquels nous travaillons. Et lorsque notre parti a été reconnu officiellement, tout ce que nous avons fait, nous avons diffusé nos textes à travers les réseaux sociaux de nos membres cofondateurs. Et c'est comme ça que des membres ont adhéré. Et maintenant, nous continuons à nous installer, en fait. Nous sommes implantés aujourd'hui dans 17 provinces. 17 provinces. Un an et demi, 17 provinces, où nous avons des comités d'implantation sur le 26, un an et demi après. Mais nous allons, avec la venue des élections, nous avons aussi levé l'option d'aller aux élections. Aujourd'hui, nous faisons appel à ces deux stratégies. D'une part, préparer les élections, mais d'autre part, poursuivre l'implantation à travers le pays. Professeur, d'ailleurs, il y a une question qui m'est revenue en tête. J'étais en train de me dire, est-ce que le professeur
Théophile Mbemba a créé son parti parce qu'il était déçu au PPRD, mais également quand je vois les 6 piliers, on peut dire quelque part, c'est quand même une particularité de votre parti. C'est une particularité, moi je l'appelle un parti de valeurs. C'est un parti que je qualifie un parti héritage. Héritage à la jeunesse congolaise. Je suis professeur d'université, je suis rentré de mon doctorat, j'ai membre de la société civile. Mon souci était d'apporter un plus. À l'époque, les enfants souffraient de malnutrition protéine énergétique, la Kochar-Corps. Et je dis qu'est-ce qu'il fallait chercher, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et c'est là que je me suis mis à travailler sur la révalorisation des aliments traditionnels. Dans les années 90, on m'appelait M. Kika Lakassa. Je vulgarisais cet aliment pour apporter les protéines aux enfants qui étaient mal nourris. Et c'est de là que je t'ai connu. Et c'est ce qui fera que, finalement, avec le début de la démocratisation en 1990, je vais me retrouver dans un jeune parti politique où je serai vice-président chargé de l'implantation. Ah, là, vous faites allusion au PNRD. Voilà. Avec le professeur Voilà. Je me suis retrouvé avec lui. Mais sachez que ce parti est né parce que j'avais amené 2 collègues qui avaient 2 partis de se mettre ensemble. Et c'est comme ça que je me retrouverai vice-président chargé de l'implantation. Ah, mais vous êtes cité également parmi ceux qui l'ont tué, professeur. Heureusement que nous sommes en face de vous. Oui, je ne l'ai pas tué, mais je suis un homme qui n'aime pas la trahison. Je suis un homme loyal. J'ai loyalement contribué à ce parti. J'ai été en 91 justement par tout le travail que nous faisions au niveau de l'opposition radicale, à l'époque avec le feu Etienne Tshisekedi et le président Kibasa Maliba. Lorsque M. Mungulu Diaga, qui était de l'Issoral, est nommé Premier ministre par le président Mobutu, eh bien, il va me nommer ministre de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique, en octobre 1991. Tout jeune pauvre que j'en venais. Et alors, moi, comme j'étais pour le changement, j'avais opté de l'humilité pour le changement dans ce pays. Mungulu Diaga, c'était un aîné de la province de Bantuntu, Etienne Tshisekedi de la province de Kasaï, mais j'ai opté pour le changement et c'est lui qui est le leader qui était soutenu. J'ai dit à M. Mungulu Diaga, non, je ne prends pas ce poste-là. Et c'est ce qui fera d'ailleurs que le président Etienne Tshisekedi, paix à son âme, me connaîtra. Il dit, mais comment je ne connais pas ce monsieur? Comment il peut décider de laisser l'argent et les avantages? À l'époque, vice-président du PNRD. À l'époque, vice-président national du PNRD. Et c'est comme ça que... quand on cherchera à m'arrêter, l'opposition va me défendre, la communauté internationale, mes amis qui étaient en Belgique aussi vont dire à Mobutu, écoutez, c'est la démocratie, ne l'arrêtez pas. Et je réapparaîtrai quelques mois après, je deviendrai rapporteur de l'Union sacrée de l'opposition radicale et alliée. Ok. Mandaté par le PNRD, votre parti? Je n'étais pas mandaté par le PNRD, mais j'avais, par le travail qui a été fait sur le terrain et qui était reconnu par le président Etienne Tshisekedi, le leader de l'opposition de l'époque. Voyez-vous? Et c'est alors que, je dois vous avouer que j'étais vraiment son pote. Je me retrouverai une fois dans une délégation, même à ma grande surprise. J'ai accompagné avec le feu président Kibasa Maliba, Lambert Mede, le feu Chibwaba, la délégation de 4 personnes. Et je fait l'œil et l'oreille. Le feu Tshisekedi, Etienne, nous sommes allés à Kawele rencontrer Mobutu pour discuter à ce moment-là. Puisqu'on avait démis le Premier ministre Etienne Tshisekedi, n'est-ce pas? Vous savez, connaissez l'histoire. Et donc, et c'est par ce fait-là aussi que l'AFDEL, Zéloazé Kabila et tout qui était autour de lui aussi m'avait connu, avait suivi cet événement qui était une première à l'époque sur le plan international. Et c'est ce qui fera qu'à l'arrivée aussi, je vais être consulté. Et alors, comme je voulais te dire que je suis un homme loyal, je ne trahis pas. Je n'ai pas trahi le PNRD. Lorsque l'AFDEL arrive, avant l'arrivée de l'AFDEL, nous étions mobilisés à l'opposition pour accueillir l'AFDEL. Nous avons mobilisé la population pour l'accueillir. Et lorsqu'il est arrivé, à l'époque, il y avait tellement eu de trahisons autour de l'UDPS, à l'époque qui était le parti locomotive, n'est-ce pas?
Il y avait tellement eu de trahison, l'UDPS, à son niveau de son directeur, décidera pour dire qu'écoutez, l'ISOR s'arrête là, que chaque parti négocie avec l'AFDEL. Hein, parce que vous savez qu'à l'époque, en réalité, l'UDPS rêvait de prendre la primature au niveau du pays, négocier avec l'AFDEL pour la primature. Et nous autres, contactés, moi personnellement, contactés par l'AFDEL, le président Mzelo Kabila me recevra par 2 fois, et nous discuterons avec lui. Et puis, bon, il décidera de me nommer gouverneur de la ville de Kinshasa. Donc, vous voyez, je n'ai pas trahi le PNRD, je n'ai pas trahi l'ISOR. Et quand je travaille avec Mzé Laurent Désiré Kabila, pendant ce temps-là, ceux qui étaient avec moi au PNRD m'ont rejoint. Nous avons travaillé ensemble. Et lorsqu'après l'assassinat de Mzé Laurent Désiré Kabila, je suis nommé directeur du cabinet du président Joseph Kabila, eh ben, c'est à cette occasion, hein, et d'ailleurs même avant, parce que Mzé me consultait à l'époque, le feu Bakouanza Batoumanissa sera nommé vice-ministre et consulté de l'enseignement supérieur. Et avec le président Joseph Kabila, le professeur Koutoumi Sakiota sera nommé ministre de l'enseignement supérieur. Donc on avait levé l'option de pouvoir accompagner le président Joseph Kabila dans cet essor du développement de notre pays. Et à un moment donné, après les négociations politiques dialogue intercongolais, et que lorsqu'on le président qui avait pris l'engagement d'ouvrir la démocratie dans notre pays, de faire une ouverture démocratique, et c'est là que je dis toujours, on peut tout dire de Joseph Kabila, mais moi je dis les 4 ans ou 5 que j'ai passé avec lui, je suis fier d'avoir été avec lui. Okay. Vous assumez? J'assume. Okay. Parce que tout ce qu'il avait promis, le 26 mars 2000, il fait un discours, il dit « Je promets l'ouverture démocratique dans ce pays, je promets la réunification de ce pays et sa pacification, je promets l'avènement d'un nouvel ordre politique dans ce pays, je promets la relance de l'économie. » Tout ce qu'il a promis, en tout cas, en 2006, il avait réalisé. Il avait réalisé. C'est pourquoi je dis toujours, je suis fier. Bon, après, j'étais plus tout autour. Bon, ça m'engage plus. Ça arrive. Et donc, ce qui fait qu'on a accompagné le président. Et quand on fait l'ouverture démocratique, disons qu'après les dialogues intercongolais, on dit bon que les partis politiques puissent être reconnus par l'État et fonctionner. Et alors, lorsque ceux qui étaient avec moi, avec Kabila, viennent me proposer pour dire quittons Kabila, retournons à la case de départ. Je dis non, ça serait déloyal. Ah, vous étiez déjà séduit. Ce n'est pas la séduction, non, c'est la loyauté. Je n'étais pas séduit parce que, après tout, vous saurez ce que j'aurais vécu. Je vivrai plus tard, en 2018. En fait, ça avait déjà commencé en 2002-2003. Hein. Okay. Vous voyez, c'était pas facile, mais c'est une question de loyauté. Okay. Et donc, voilà, je n'ai pas tué, au contraire, mais j'ai tenu à rester loyal, et c'est comme ça que, même en partant du PPRD, dont j'étais celui qui en avait à la charge, d'ailleurs, le 31 mai 2002, a porté sur les faux baptismaux sur initiative du président Joseph Kabila, je disais, quand je suis parti de là, je lui ai dit, écoutez, je ne peux pas comprendre, après avoir servi loyalement, que des collègues, des compagnons coalisent pour me liquider politiquement. Et si vous ne l'expliquez pas, à ce moment, je prends mes responsabilités. C'est comme ça que je dû attendre. Je dis attendre pratiquement 3 ans, et puis j'ai pris mes responsabilités. Mais aujourd'hui, professeur, merci d'ailleurs pour la petite histoire. Il fallait toujours nécessairement éclairer l'opinion. Quelle est aujourd'hui votre position politique? Mon position, ce n'est pas ma position politique. Vous savez que je suis président national de l'Alliance pour l'alternance et le progrès. La vision de notre parti est d'un Congo gouverné autrement. Nous avons levé l'option de dire que quand le parti, avec l'idéologie de notre parti et toutes les idées maîtresses, nous avons dit nous n'allons pas nous déclarer. Nous ne nous déclarerons pas de l'opposition ou du pouvoir.
gratuitement comme ça, non. Il fallait être consulté. Non pas seulement il fallait être consulté, mais il faut montrer de quoi on est, de quoi on est capable, de quoi on est imbu, qu'est-ce qu'on représente réellement. Nous sommes dit, combien de partis politiques, combien d'acteurs politiques ont crié, nous sommes de l'opposition de l'opposition. Et finalement, quand ils arrivent aux affaires, ils font le contraire des idées qu'ils ont toujours prônées. Hein, et le pays n'avance pas. Et donc, dire de l'opposition, pour moi, c'était trop facile. Alors, dire du pouvoir, je n'étais pas dans le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'union sacrée avec... j'étais dans les institutions, donc... Alors, il fallait rester centriste. Et j'étais centriste. Nous disions que nous sommes pour le changement dans ce pays. C'est ça. Mais ayant levé l'option maintenant d'aller aux élections, vous savez qu'un jeune parti, avec la loi électorale telle qu'il a été conçu et promulgué par le président de la République, il fallait bien se déterminer. Et en nous déterminant, notre vision s'est rapprochée de la vision de l'opposition. Puisque nous voulons le changement, et dans l'opposition, des personnes qui voulaient le changement. C'est comme ça que nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes de l'opposition. Nous faisons partie d'un regroupement politique qui s'appelle Alternance, qui est allié au parti Ensemble. Donc vous êtes proche de Moïse Katumbi. Exactement. Alors, justement, il y a, parce que les téléspectateurs étaient avertis de votre passage sur notre plateau, nous avons quelques questions de téléspectateurs que nous allons d'ailleurs vous soumettre. La toute première était, après l'assassinat de Mouzou Laurent Désiré Kabila, un procès contre les présumés assassins était organisé, dont l'issue était plusieurs condamnations à mort. Comment vous, en tant que son ancien directeur des cabinets, aviez-vous trouvé le procès? Je voudrais vous dire que quand on évoque Mzé, un grand patriote, un soldat du peuple, et je veux vous dire qu'avec lequel j'ai eu à travailler de très près, et dont je connais les convictions pour la reconstruction de ce pays, et qui tenait à ramener le peuple congolais vraiment à se prendre en charge. Qu'il avait traduit par sa vision des comités des pouvoirs populaires. J'ai vraiment une pensée très, très pieuse et surtout quand je vois qu'il a payé ces prix-là justement pour le Congo et pour les intérêts du Congo. Parce que s'il aurait pensé à ses propres intérêts, peut-être qu'il n'aurait pas été assassiné. Il n'a pas voulu trahir le Congo. Il a refusé et il nous disait toujours, ne trahissez pas le Congo. Je sais que moi je veux partir, mais quand vous resterez, ne trahissez pas le Congo. Travaillez pour le bien-être du Congo et du peuple congolais. Et donc, maintenant quand vous revenez au procès qui a eu lieu, c'est la justice. Moi je suis un politique. À l'époque, la justice a fait son travail. Tout à l'heure, je vous parlais des réformes institutionnelles, du respect des institutions. Quand le pouvoir judiciaire a décidé, il a décidé, n'est-ce pas? Et tout le monde doit s'incliner devant cette décision-là. Voilà, s'incliner et se plier. Et donc, moi, je n'ai pas, à ce stade d'aujourd'hui, voilà combien d'années après, comme politique, je crois que je n'ai pas à juger de ce qui a été fait. Je note que la justice s'est prononcée et que, comme Congolais, nous devions tous nous incliner devant les décisions de la justice. Je reste toujours avec les questions des téléspectateurs. Plusieurs années plus tard, le 30 juin 2021, l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait grâce à tous ceux qui étaient impliqués, entre autres, on y revient encore, Edi Kapende, qui du reste vient d'être élevé au grade de général des brigades. Est-ce que cette nomination ne crache-t-elle pas sur la mémoire de Mouzé? Ce que je note, c'est que c'est dans son pouvoir, le président, n'est-ce pas, du point de vue constitutionnel,
dégracier telle ou telle autre personne qui a été condamnée pour telle ou telle faute. Ça, chez les nôtres, c'est dans son pouvoir. Mais quant à ce qui concerne maintenant les personnes que vous venez de citer en rapport avec la mort de Mzee Laurent Kabila qui a été assassiné pour le Congo, parce qu'il défendait les intérêts du peuple congolais et qu'il arrive à prendre une décision là-dessus, je dis c'est sous son entière responsabilité comme président de la République. Toujours dans ces dossiers, Edi Kapende, lors du procès évoqué, était radié de l'armée. Sans être réintégré dans l'armée, il a été nommé de façon, selon certaines bouches, exceptionnelle, général des brigades, puis commandant de la 22e, allais-je dire, bataillon. Cette nomination, professeur, ne viole-t-elle pas la Constitution? Ce qu'il faut noter, c'est le fait que, selon les règles dans un état de droit, selon les règles de l'art, la meilleure chose à faire devrait être effectivement de suivre les procédures légales, n'est-ce pas? Et la procédure légale, effectivement, aurait été de lever cette suspension et puis ensuite, les nominations à l'armée. Moi, j'étais négociateur au dialogue intercongolais. Okay. Il y a tout un processus pour élever, à suivre pour élever quelqu'un dans l'armée. Et ça ne doit pas se faire par plusieurs phases. Et ça doit se décider de manière orthodoxe. Pour justement que le pays espère avoir une armée forte, et qui soit à même de défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté nationale. Normalement, il faut suivre tout cela. Alors, dans le cas d'espèce, je ne vais pas moi-même gérer dans le pouvoir du président. C'est sous sa responsabilité. Mais il y avait quand même une liste de procédures. Bon, moi je dis tout simplement que la meilleure des choses qu'il y avait à faire, c'est de pouvoir suivre les procédures légales. Okay. Voilà, merci. Alors, parlons processus électoral en cours, professeur. Vous l'avez d'ailleurs confirmé ici que vous êtes partie prenante. En tant que ministre honoraire de l'Intérieur, professeur Théophile Mbemba Fundu, quelles sont les dispositions nécessaires pour la sécurité des élections? Bon, je ne suis pas aux affaires, mais vous devez savoir que mais vous avez eu à gérer. J'ai eu à diriger. Voilà. Et j'étais ministre de l'Intérieur d'ailleurs, lors de l'avènement de nouvelles politiques telles que décidées par le dialogue politique intercongolais. Et j'ai eu à travailler pour la sécurisation du processus électoral en 2005-2006. Et donc, sachez que c'est énorme, c'est un travail énorme. Et nous avions à l'époque une structure internationale, un comité international d'encadrement. On travaillait avec à l'époque l'ambassadeur Swing qui présidait toutes les ambassades et les organisations. Nous nous réunissions régulièrement pour nous assurer que tout était en ordre. Je sais qu'il faut nécessairement que la police soit au point. Ça, c'est clair. Être au point, être bien équipé, être bien formé, disposer de la logistique nécessaire pour pouvoir intervenir, pour pouvoir veiller justement à l'ensemble du processus, surtout pendant les opérations électorales. Non, ce n'est pas seulement à Kinshasa, même dans l'arrière-pays. Sur l'ensemble du territoire national. Sur l'ensemble du territoire national. Okay. Et donc, il faut que le gouvernement dispose de suffisamment de logistique pour que, même dans le fin fond, que la police qui sera se sente à l'aise et puisse bien faire ce travail. Et c'est important, cette sécurisation-là, parce que c'est pour les électeurs, mais c'est aussi pour les agents de la CENI et pour l'ensemble du processus. C'est comme ça que... Mais au-delà de cela, il est important que la commission électorale indépendante elle-même, et je vois à sa tête le président Kadima, il faut qu'il s'investisse justement
pour que cette sécurité soit assurée. Il faut nécessairement, et ça je n'ai pas encore vu, des réunions qui devraient mettre ensemble et les institutions, notamment le ministre de l'Intérieur, les services de la police, les services et la CENI, pour s'assurer que la sécurité sera garantie. Et dans les étapes, il y a 2 niveaux. Il y a un premier niveau où c'est la police qui doit faire son travail. Et le deuxième niveau, on se dit, il y a toujours un plan B. Au cas où la police est débordée par le travail, il y a l'armée qui peut intervenir, mais de la bonne manière. Okay. Et donc, pas de façon cavalière. Pas de façon cavalière. Et donc, il y a ce travail-là qui devrait être fait et qui doit être bien préparé. C'est comme ça que quand j'entends parfois le président Kadima dire, écoutez, bon, nous allons faire notre travail comme CENI, bon, aux partis politiques et aux autres de faire aussi la leur. Non, le président de la CENI vraiment devrait veiller à ce que, parce que c'est lui qui a la responsabilité à ce moment, pour que les élections se déroulent de la bonne manière. Et il faut dans ce pays, dans la situation actuelle, des élections qui doivent permettre aux Congolais de s'exprimer librement. Elles doivent être transparentes, elles doivent être justes. Vous voyez d'où l'on vient. Je vais paraphraser ce que disait Père Kaloubi ce matin dans ma paroisse Sacré-Cœur à la messe pour dire, écoutez, il ne suffit pas de continuer à se justifier des erreurs du passé. Non, c'est le moment quand on voit, je disais tout à l'heure, la période d'esclavage congolais, je vois la période de la colonisation, l'indépendance où on tourne en rond. C'est le moment, surtout que le pouvoir actuel résulte d'un parti qui a milité, et que ça ne marche toujours pas. C'est le moment de se poser la question de savoir que faut-il faire pour que ça change. Il est important que l'ensemble des Congolais, important que l'ensemble des acteurs politiques intériorisent cette donne-là pour l'intérêt du Congo, l'intérêt du peuple congolais, l'intérêt des générations futures. Il ne suffit pas de faire des discours qui finalement ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Nous ne pouvons pas continuer dans ce pays, comme acteurs politiques, à instituer le mensonge, la corruption, le monnayage, la démagogie, le détournement des deniers publics en système de gestion de la cité. Ça ne marchera pas, en tricherie. Donc il faut qu'à un moment, ça s'arrête. Parce qu'au bout de compte, nous ne sommes que des êtres humains. N'est-ce pas? Les hommes passent et les institutions demeurent. Et au niveau où nous sommes, professeur, croyez-vous aux élections sécurisées? Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour m'en assurer, mais je souhaite ardemment, après ce que je viens de dire, que la CENI, le gouvernement, prennent ses responsabilités pour garantir la sécurité de ces élections, pour veiller à ce que les élections soient libres, démocratiques et transparentes, parce que le Congo n'a pas besoin de chaos. Parce que quand les élections se déroulent mal, vous savez, quand la contestation commence, tout est possible. Et on doit veiller à ce que cela n'arrive pas au Congo. Alors, restons toujours dans les chapitres. Selon vous, quels critères qu'il faut ajouter pour les candidats présidents de la République? Au-delà de ce qu'il y a dans la loi électorale, faudrait-il ajouter d'autres critères? S'il faut, lesquels? Peut-être là, ça s'adresserait, c'est une opinion qui ne comptera plus, parce que je n'ai ni le pouvoir sur les candidats présidents, mais ma perception des candidats présidents de la République, dans la situation actuelle du Congo, on ne se présente pas candidat président de la République lorsqu'on ne s'est pas préparé suffisamment. Et cette préparation peut se faire soit à travers un parti politique, avec l'éducation, l'encadrement de la population, l'implantation de son parti, c'est soit à travers la société civile au niveau des organisations à la base. Ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, ce pays a besoin d'un leadership intègre. On a vu des pays où il y a un leadership intègre,
et qui ont fait appel, qui ont mis en œuvre une politique de gestion de leur pays pour mettre fin à la corruption, mettre fin à l'impunité et veiller à ce que le fonds de trésor public serve réellement à répondre aux besoins fondamentaux du Congolais. Et ces besoins fondamentaux, vous le savez, il faut, quand on fait des discours, qu'on sache que le Congolais a besoin. Aujourd'hui, on doit se poser la question de savoir, en allant aux élections, comment se nourrit les Congolais? Est-ce qu'ils mangent bien? Lorsque nous savons qu'un enfant sur deux, près de 43% d'enfants congolais, souffrent de malnutrition chronique. Ce qui veut dire que dans le 20 ans, vous aurez la moitié du peuple congolais qui auront des quotients intellectuels en dessous de la moyenne et qui ne pourront pas gouverner le Congo. Est-ce que les Congolais envoient bien son enfant à l'école? Est-ce que l'enfant il étudie dans de bonnes conditions? Est-ce qu'il est bien logé? Est-ce qu'il peut circuler librement à travers le pays? Est-ce qu'il a l'eau? Est-ce qu'il a l'électricité? Est-ce qu'il a la paix? Est-ce qu'il a la sécurité? Vous voyez, il faut se rassurer de tout cela quand on veut y aller. Et donc, un candidat président de la République doit aussi avoir corsé son projet de société et présenter un programme d'action. Et c'est en cela que lorsque le candidat président de la République est intègre et qu'il est respectueux des valeurs républicaines, des valeurs morales, qu'est-ce qu'il fera? À ce moment-là, quand il sort, il sera respectueux de ses engagements. Et en étant respectueux de ses engagements, le peuple congolais pourra se retrouver. Donc, il faut que le candidat ait pas seulement des convictions, mais il faut que ces convictions soient traduites en une vision et que ces visions libèrent un programme d'action qui soit communiqué à tous. Sinon, ce sera des candidats, comme on dit, il y a des candidats, on dit, qui sont des attrape-voix. Voilà, et de cette manière-là, il sera difficile. Le Congo s'en sortira très difficile. Est-ce possible d'organiser les débats contradictoires entre les candidats au niveau de la présidentielle en RDC? Si oui, pourquoi faire? Ça aurait été souhaitable. Normalement, le débat permettrait à ces candidats de présenter leur programme d'action, comment ils pensent gouverner le Congo, parce que nous rêvons d'un Congo à gouverner autrement. Il faut qu'à partir des prochaines élections, que le Congo soit gouverné autrement. Et donc, en présentant leur programme, ils doivent montrer comment ils pensent gouverner autrement le Congo. Aujourd'hui, le pouvoir actuel, ils veulent revenir aux affaires. Lorsqu'on regarde le bilan, lorsqu'on voit un peu tout ce qui se passe dans le pays, donc ils doivent aussi montrer, même si c'est leur droit, ils ont l'ambition de se présenter, mais ils doivent montrer comment ils comptent gouverner autrement le Congo. Et les autres candidats, idem. À ce moment-là, le peuple serait face justement à de visions très claires des candidats et s'engagerait en âme et conscience. Sinon, nous sommes encore dans la voie de la corruption, dans la voie des petits cadeaux. Ceux qui ont le plus d'argent vont manipuler les pauvres. Et de cette manière-là, rassurez-vous, il sera difficile de sortir dans ce pays des intelligences nécessaires, toutes les forces nécessaires, créer cette synergie qui doivent amener à ce que aussi dans ce pays, le Congo maîtrise la science et la technologie, en améliorant les systèmes éducatifs du supérieur. Et à ce moment-là, qu'il y ait aussi des savants congolais, qu'on ait la maîtrise de nos ressources naturelles, qu'on ait la maîtrise de l'histoire, de la géographie du pays, et que le pays décolle pour devenir un pays émergent. Président Théophile Mbemba, bien qu'à mi-parcours, comment évaluez-vous le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi? Bon, moi j'évite les débats sur les personnes. Je préfère le débat sur les valeurs et sur les principes. Mais quand on voit le travail de la CENI tel qu'il se fait, on suit ses speeches, il est dit bien, il prend un engagement d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, de proclamer le vrai vainqueur, bureau par bureau, qui sortiront des urnes. Okay. Et que cette proclamation doit se faire bureau de vote par bureau de vote.
Hein, ce qui veut dire que les PV des bureaux de vote seront affichés, n'est-ce pas, au niveau des bureaux de vote. Nous les prenons bon. Hein, il doit aller, j'ai un conseil, dire c'est qu'il y a encore du travail à faire. C'est comme ça que tout à l'heure, j'ai conseillé, par exemple, le fait d'éviter justement le genre de discours de dire que, écoute, moi, la CENI, je fais mon travail, vous faites le reste. Non. Les policiers qui seront à la CENI, ils seront sous les ordres de la CENI. C'est pour respecter les lois et règlements d'organisation des élections. Et donc, il y a ce travail-là qu'il faut qu'il s'assure, en se mettant avec le gouvernement ensemble, de veiller que demain, ce qu'il dit soit traduit en acte. Et de veiller, comme il le dit, à l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Professeur Théophile Mbemba, on entend ce roman à la fin de cet entretien, mais il y a quelques jours, l'UNIKIN avait octroyé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le diplôme d'honoris causa. À qui est destiné ces diplômes? Le diplôme doctorat honoris causa est destiné à des hommes et des femmes qui, au courant de leur parcours, n'est-ce pas, ont fait preuve des capacités, pas seulement intellectuelles, managériales, dans leur domaine. Et qu'ayant fait preuve de ces capacités, ils ont donné des résultats probants. C'est ça leur. C'est pas c'est un diplôme, comme on dit, honoris causa. Donc on honore quelqu'un qui a excellé. Un diplôme de mérite. Un diplôme de mérite, excellé dans son domaine. Donc une université, au niveau de son comité de gestion, au niveau peut-être d'une faculté de structure facultaire, ils se réunissent dans un domaine précis et ils apprécient et ils estiment qu'on peut le faire ou on ne peut pas le faire. Donc c'était vraiment le cas avec le chef de l'État. Il a mérité. Pardon? C'était vraiment le cas avec le chef de l'État. Il a mérité. L'UNIKIN et je crois la faculté de Sciences Po, eux ont pensé qu'ils méritaient un diplôme honoris causa et c'est à eux d'assumer ce qu'ils ont fait. Moi, je suis ni au comité de gestion, ni je suis professeur à l'UFES de Kinshasa. Ce que je souhaite, ce que j'ai toujours milité, moi, même quand j'étais ministre de l'enseignement supérieur universitaire, c'est d'éviter la politisation de l'enseignement supérieur et universitaire. Or, malheureusement, tel que les choses se passent, on sent que on est descendu trop bas. J'ai passé à peine un an et demi. À un an et demi, j'avais supprimé toutes ces institutions où on donnait des formations bidons, créées en université. Près de 250, mais quand je suis parti, ceux qui sont revenus, ils ont tout remis en place. Finalement, on a reculé. Et aujourd'hui, on sent depuis un temps une sorte de politisation à outrance. Et avec la conséquence, justement, on arrive à des situations où on vit... on ne donne pas une formation de qualité. Donc, il faut éviter ça. Et nos universités doivent éviter ça. Alors, comment évaluez-vous les niveaux des étudiants, mais également des enseignants au niveau de l'enseignement supérieur universitaire? Je veux vous dire qu'il y a de bons enseignants. Je vois des enseignants de ma génération et même de jeune génération. Il y a des garçons brillants. Pour quelqu'un qui a suivi tout le parcours, pour devenir docteur à thèse, un PhD, sachez non seulement vous terminez l'université, vous faites votre recherche. Ça va vous prendre 5 ans. Il y en a même à qui ça prend même 8 ans, parfois même 10 ans. Et vous défendez une thèse, donc vous avez travaillé. Et vous êtes proclamé docteur à thèse. Donc, il y a un personnel académique brillant, on le trouve. Je ne dis pas que tout le monde est brillant, mais en tout cas, ils sont là. Il y a un personnel scientifique qui est là, qui peut faire son travail. Il y a un personnel administratif dévoué. Et il y a des étudiants qui viennent pour être formés. Mais il faut que les conditions soient réunies. Il faut qu'au niveau d'abord de ceux qui ont en charge la gestion des institutions,
Et c'est là que je parle de la politisation qu'on devrait éviter. Il faut que la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur soit une gouvernance de qualité, hein, qui fera que, justement, suivra principalement cet objectif, non seulement de former, hein, pour l'éducation, par une éducation de qualité, mais de promouvoir la recherche scientifique pour produire les savoirs. Parce qu'à partir des savoirs qu'on arrive à transformer la société et de rendre service à la société. Donc il faut la bonne gouvernance. Or, malheureusement, avec la politisation aujourd'hui, la gouvernance est en baisse complètement. Et donc, il faut que les comités de gestion prennent conscience de cela. Je refuse pas qu'on peut recommander certains, et ça, je parlerai au ministre. Comme ministre que j'étais à l'époque, vous aurez toujours, dans un domaine comme celui-là et dans d'autres domaines, les influences des politiques ne manquent pas. Mais à partir du moment où vous êtes respectueux des textes qui régissent l'enseignement supérieur, ne peut pas devenir recteur s'il n'est pas professeur ordinaire. Mais vous prenez quelqu'un qui est professeur, vous le nommez recteur. Vous prenez quelqu'un qui est un chef d'État, vous le nommez recteur. Ou vous le mettez dans le comité de gestion. À ce moment-là, ça fausse tout. Si on peut tenir à cela, même si c'est des recommandés, mais veiller qu'ils remplissent les profils. Et puis, il y a le fait qu'il y a la science et la technologie. La loi, hein, qui organise, parce qu'il y a une loi organique, hein, du 11 février, je crois, 2014, hein, qui réforme l'organisation au niveau de l'enseignement supérieur, l'enseignement national. Et cette loi précise bien que la maîtrise des sciences et des technologies est importante parce que ce sont des outils majeurs de la croissance économique dans notre pays. Et ces sciences et techniques, c'est au niveau de l'enseignement supérieur. Mais malheureusement, l'État ne met pas de moyens. Il n'y a pas de laboratoire à la hauteur. Et c'est d'ailleurs, dans cette perspective-là, ça cause, c'est constatant tout cela, toutes ces faiblesses qui existent, de par le fait qu'on ne donne pas à l'éducation du supérieur sa place. Et dans plusieurs pays au monde, d'ailleurs, l'éducation du supérieur se trouve au niveau du sommet stratégique du pays. Hein, parce qu'il va de l'intérêt du pays. On ne lui donne pas sa place. Et d'ailleurs, c'est à cause de cela que son éminence, Fridolin Ambongo, a dit, écoute, au niveau de l'archidiocèse, il est bon aussi qu'on crée une université et alors en faire une université, on donne une formation de qualité, mais en sortant des citoyens qui seraient aussi pétris des valeurs morales, chrétiennes, hein, des citoyens nouveaux pour participer à la transformation de notre société. C'est l'université, on dit. Voilà. Alors, c'est la toute dernière question pour cette émission. Bientôt 5 ans déjà depuis que le président de la République a décidé de la gratuité de l'enseignement de base. Quelles sont vos réactions? Ma réaction est que la gratuité de l'enseignement de base devrait être corrélée avec la qualité, n'est-ce pas, de cet enseignement. C'est un enseignement fondamental. Hein, et aujourd'hui, d'ailleurs, moi je dis, l'enseignement national doit être considéré comme un élément stratégique. Il n'y a pas meilleure façon de tuer un pays, de ramener un pays en arrière que de détruire l'éducation de son peuple. Et donc, de cette manière-là, et cela commence par l'enseignement fondamental. Déjà, de là, viennent le secondaire, le supérieur, parce que c'est à travers cette filière, n'est-ce pas, ce secteur, que se forme le capital humain. Et c'est ce capital humain qui doit participer pour le progrès dans le pays. Il y a eu la gratuité, c'est vrai, ça a été proclamé. Je vais vous signaler quand même que cette politique, c'est une politique qui avait déjà démarré du temps même où quand moi j'étais au gouvernement, hein, avec le ministre Maker Mwangou. Vous voyez, donc ça avait commencé et ça allait par étapes. Il y a des écoles qui ont été construites, il y a des fonds qui commençaient à être donnés dans certains établissements par étapes, et le président de la République l'a décrété, hein, très clairement.
hein, mais on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de blocages. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, justement, au niveau de cet enseignement fondamental, les enseignants étaient complètement débordés. Vous avez un enseignant avec 100, 150 élèves, comment vous voulez qu'il fasse le travail? Et on a vu qu'à un moment, il y avait des difficultés de frais de fonctionnement. Hein, et donc, il y a des facteurs qui n'ont pas suivi, qui ont fait que finalement, hein, les résultats concrets, hein, n'est pas un résultat qui a aidé à l'amélioration, hein, de la qualité de l'enseignement. Et c'est important qu'on s'y attarde, parce que c'est de là qu'on doit commencer à prêter le Congolais à bien connaître son pays, à bien connaître sa culture, à bien connaître son histoire, etc. Hein, à être modélé pour être ce citoyen congolais qui se mettra au service de sa nation, au service de son peuple. On arrive sûrement à la fin de cette émission, professeur, mais devant cette caméra, un message à tous les téléspectateurs, mais également internautes qui vous suivent en ce moment. Chers compatriotes, mon message après cette interview est de pouvoir nous convaincre que le moment est venu pour que les Congolais, nous prenions conscience de la situation combien difficile, des conditions de vie combien difficiles dans lesquelles vive le peuple congolais, avec ce besoins fondamentaux qui ne sont pas satisfaits. Et donc, c'est le moment de nous ressaisir pour nous dire que devons-nous faire pour que les choses changent demain. Quels hommes devons-nous choisir pour les prochaines élections pour que ça change demain. C'est le moment où chacun d'entre nous d'assumer ses responsabilités. Hein, pour le Congo que nous rêvons. Hein, un Congo fort, un Congo prospère, hein, un Congo avec toutes ses potentialités qui pourra aussi être doté d'un peuple hein, qui soit digne, d'un peuple qui soit respecté à travers le monde. Ce moment-là est arrivé. Et c'est pour cela que j'exhorte les Congolais, j'exhorte les électeurs à assumer leurs responsabilités pour l'intérêt du Congo. Et j'exhorte aussi la Commission électorale indépendante à faire le travail. Et j'exhorte les institutions de la République à prendre aussi conscience de cela. C'est notre pays. Nous sommes des hommes. Pensons à un moment à travailler pour que le peuple se retrouve. Beaucoup d'entre nous, nous voyageons à travers le monde. Nous voyons comment le peuple du monde vit. Beaucoup de ceux qui nous gouvernent ont vécu à l'étranger. Il est grand temps dans ces pays qu'on commence quand même à gérer la cité en instituant des systèmes politiques qui demeureront un système de sécurité sociale, un système financier, un système de gouvernance qui demeureront de génération en génération et que les Congos s'améliorent. Voilà mon message et je souhaite beaucoup de courage à tout le monde et beaucoup d'espoir pour un Congo meilleur. Directeur de cabinet sous Joseph Kabila Kabange, professeur d'université, ministre honoraire de l'Intérieur, d'ailleurs vous êtes ministre honoraire de beaucoup de ministères, président du parti politique Alliance pour l'alternance et le progrès AAP, ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, professeur Théophile Mbemba Fondou, merci de nous accorder votre précieux temps. Merci beaucoup, M. Charles. À vous, chers téléspectateurs et internautes, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec le même plaisir. À bientôt.